Bien, bonjour, nous allons continuer le cours sur les applications linéaires. Et maintenant, après avoir vu les images des familles libres, génératrices ou des bases, nous allons parler du rang d'une application linéaire. Donc le rang d'une application linéaire. Donc, qu'est-ce que c'est que le rang? Donc tout d'abord, on va se donner une application linéaire U, 2 dans F, et on appelle le rang sa dimension de son image. Donc U, c'est une application linéaire. On a vu la définition de l'image de U, c'est un sous-espace vectoriel de F. Et on sait, quand on a des sous-espaces vectoriels, on sait ce que c'est que la dimension. Donc la dimension, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une base de cet espace vectoriel-là. Ça, c'est un entier naturel. Donc le rang d'une application linéaire est un entier naturel. Et voilà. Alors la seule question que vous êtes en droit de vous poser, c'est pourquoi ça serait un entier, la dimension, pourquoi la dimension de U, pourquoi l'image de U ne serait pas de dimension infinie? Et bien ici, je vous rappelle qu'on est dans une partie où E, donc ça c'est une hypothèse à bien garder en tête, ça ne marche que si E est de dimension finie. C'est une hypothèse qu'on avait faite avant, on avait dit à partir de maintenant, E sera toujours de dimension finie. Donc je vous le rappelle, ici, de dimension finie. Tout ce qu'on va faire là et tout ce qu'on avait fait avant ne marche pas quand E est de dimension infinie. Et on avait vu qu'à cette condition-là, l'image de U admettait une famille génératrice finie, on dit une famille génératrice, et donc dimension de U était aussi alors et de dimension finie. Et donc, j'ai bien le droit de poser la dimension de cet espace vectoriel. Là, je parle de dimension d'un espace vectoriel que quand c'est un sous-espace vectoriel, un espace vectoriel de dimension finie. Donc, on va prendre un petit exemple, un premier exemple. On me dit le rang d'une application linéaire est nul, c'est seulement si la fonction linéaire. Alors, si on prend U, une application linéaire de E dans F, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que le rang de U est nul? Eh bien, ça veut dire, je vais raisonner par équivalence, que la dimension de l'image de U égale à 0. Ça, c'est la définition du rang. Et ça, quand est-ce qu'un espace vectoriel peut être de dimension nulle? Eh bien, il est de dimension nulle si dedans, dans l'image, cet espace vectoriel-là est seulement l'ensemble, qu'il n'y a que de vecteurs nuls. Donc ça, c'est le cours de la dimension finie qui le dit. Dès que j'ai un espace vectoriel qui n'est pas 0, alors il a une base qui contient un certain nombre d'éléments, un nombre fini d'éléments mais non nul, et donc sa dimension elle est strictement plus grande que 0. Et donc la seule possibilité pour que la dimension soit 0, c'est que l'espace vectoriel lui-même n'ait que le vecteur nul dedans. Et ça veut dire quoi? Que l'image est nulle? Eh bien ça veut dire que pour tout x appartenant à E, U de x c'est un élément de l'image, et si dans l'image il n'y a que le vecteur nul, forcément U de x il vaut 0, 0 de f. Et je raisonne bien par équivalence, si pour tous les éléments dans grand E, U de x vaut 0 de f, forcément dans l'image, il n'y a que 0 de f. Et donc, eh ben, quand je garde le premier bout ici, en 2 égale 0, et ce bout-là, eh bien j'ai bien l'équivalence. Et cette dernière chose ici, quelque chose x appartenant à E, U de x égale 0, ça veut bien dire que U, c'est la fonction de U. C'est une fonction qui va de E dans f, qui à tout x associe 0 de f, et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction nulle. Donc j'ai bien l'équivalence, parce que j'ai procédé que par équivalence, et à chaque fois, chaque passage, chaque fois que j'ai mis un symbole équivalent, eh bien, j'avais bien le droit, et donc j'ai bien l'équivalence. Voilà, donc là c'était un premier exemple, un petit peu bateau. On va regarder un deuxième bateau avec une vraie application, parce que ça c'est pas très intéressant. Donc on vous dit, le rang
on vous donne cette application linéaire là. Donc on va pas démontrer qu'elle est linéaire, on pourrait le faire, mais bon, ici c'est pas le but. Il faudrait le faire avant évidemment, mais ici on va considérer que juste la question c'est que quel rang de U. Donc je prends l'application qui a un NUplay qui va de Rn, donc x1, x2 jusqu'à xn, associe le NUplay qui va dans Rn, x1, virgule, et que des 0. Et on me demande de calculer le rang de U. Donc pour calculer le rang de U, bah, il faut d'abord que je calcule l'image de U, parce que si je connais l'image de U, eh bien, je n'aurai plus qu'à en calculer la dimension, si j'arrive à calculer cette dimension, et ça me donnera le. Donc avant de calculer le rang de U, on va d'abord voir ce qu'il y a dans l'image. Comment on peut avoir une description de l'image? Eh bien, l'image de U, on se rappelle du cours d'hier, on en connaît une famille génératrice, toujours, il n'y a pas d'hypothèse sur U, on sait que si je veux une famille génératrice de l'image, c'est l'image d'une famille génératrice de l'espace de départ. Est-ce que je connais une famille génératrice de Rn? Et dans ce cas, j'aurais plus qu'à appliquer ça. Eh bien oui, je connais une famille génératrice de Rn, par exemple, la base canonique de Rn. Donc je vais comme vecteur la base canonique de Rn. U de E1, U de E2, jusqu'à U de En, avec la famille EI. Donc la famille quand I il varie entre 1 et N, et bien ça, donc base canonique de Rn. Donc, je ne redétaille pas ce que c'est que la base canonique de Rn, vous êtes censé la savoir. À l'oral, juste EI, c'est un vecteur qui a n coordonnées qui sont toutes nulles, sauf la im qui vaut 1. Et donc, il faut que j'arrive à calculer ça. Alors, c'est qui E1? Donc E1, c'est le vecteur 1 avec que des 0. Donc, par rapport à ma définition de U, si je prends x égale E1, donc tout ce vecteur-là, sa coordonnée ici, c'est 1. Toutes ses coordonnées d'après, c'est 0. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le x1, qui est la première coordonnée de E1, qui ici, c'est 1. Autrement dit, ici, je reconnais E1. En fait, mon application U, c'est l'application qui a un NUplay de nombres, associe un NUplay qui est formé du... Le premier, je prends la première coordonnée, je prends la même, et après je prends que des 0. Donc ici, le 1 qui est là, c'est la première coordonnée qu'il y a dans E1, et tout le reste, c'est des 0. Si maintenant je calcule U de E2, eh bien, dans la première coordonnée que je vais mettre ici, je vais mettre la première coordonnée de E2. Or, E2, c'est un vecteur qui fait 0,1 et après que des 0. Donc sa première coordonnée ici, c'est 0. Donc ça, c'est pour la première coordonnée, la coordonnée qui est là, la coordonnée de E2, la coordonnée de E2. Et qu'est-ce que je mets après? Eh bien, je mets que des 0. Donc je vais plus qu'à en copier 0, 0, 0. Et de même, si je prends un U de EI, eh bien, pareil, ça me donnera 0. Or, le vecteur nul de Rn, je note 0, indice n, si i est plus grand que 2. Donc en fait, si je reviens à mon image, eh bien, c'est vect de... Le premier vecteur, donc U de 1, on a déjà dit que c'était 1, et tous ceux d'après sont nuls. Donc c'est 0 de Rn, virgule, etc. Donc après, il n'y a que des 0 de Rn. Donc à quoi servent ces 0 là dans un vect? Eh bien, ils ne servent à rien. Pourquoi? Parce que ce vecteur-là, par exemple, le dernier vecteur nul, eh bien, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire des autres vecteurs. Et donc ça, c'est une règle qu'on a vue dans les espèces vectorielles de dimension finie. Quand j'ai un vecteur qui s'écrit comme une combinaison linéaire des autres, je peux l'enlever du vecteur. Donc lui, je peux l'enlever. L'avant-dernier, je peux l'enlever parce qu'il s'écrira aussi comme une combinaison linéaire des autres, etc. Jusqu'à celui-là qui s'écrira comme une combinaison linéaire du premier. Donc en fait, tous ces vecteurs-là ne me servent à rien dans le vect. Et donc je peux les enlever. Et j'obtiens le même vect. Ça, c'est une... Et ça, eh bien, c'est une droite. C'est l'espace vectoriel engendré par un vecteur non nul. La famille E1, c'est un vecteur. Hop.
E1 c'est une famille génératrice. Donc cette famille-là contient un seul vecteur, c'est une famille génératrice de l'image. Et c'est une base, et c'est une famille libre aussi, parce que c'est un seul vecteur qui est non nul. Un seul vecteur non nul, c'est toujours une famille libre. Donc ça, c'est une base de l'image de U. Et donc, la dimension de l'image de U, c'est combien j'ai d'éléments, combien j'ai de vecteurs là-dedans. Et bien là-dedans, j'ai un seul vecteur, puisque j'ai que E1. Et donc, si la dimension de l'image, c'est 1, c'est-à-dire que le rang de U, c'est égal à 1. Voilà pour ce deuxième exemple. Maintenant, on va avoir des petites propriétés. Donc, premièrement, on me dit que si j'ai une base de E, alors le rang de U, c'est égal au rang de l'image de la base. Donc on va démontrer ça. Donc tout d'abord, alors évidemment je prends toujours U de U une application linéaire, et je prends toujours que E est de dimension finie. Ça ne change pas. Alors, si le rang de U, je veux démontrer qu'il est égal au rang de U de B, ben je vais repartir. Donc si je veux démontrer ce premier point, après on parlera du deuxième. Donc je repars de la donc je veux calculer le rang de U. Donc le rang de U, alors je vais peut-être dire que B aussi, je vais donner une description de B. B, on va dire que c'est une famille E1, EN, des vecteurs E1 jusqu'à EN. Donc rang de U, c'est qui? Eh bien on l'a dit, c'est la dimension de l'image de U. Bon, mais c'est qui l'image de U? Eh bien, c'est une définition l'image, mais moi ici, comme je parle en termes de rang et de famille, je vais plutôt dire que c'est le remplacer par l'image de U. Je sais que c'est égal à vect. Je connais une famille génératrice de l'image. Je peux remplacer l'image par vect de cette famille génératrice. Ça me donne la même chose. Donc ici, image de U, je peux le remplacer par vect de U1, U2, UN. Ça, j'ai le droit parce que B est une famille génératrice. On peut mettre car B est génératrice de U, de E. Donc ça, c'était une des propositions d'avant, je crois que c'était la 11 ou la 12. Et donc, et là, il faut se rappeler ce que c'est que le rang d'une famille. Parce que ici, ce que j'ai là, c'est le rang, c'est la famille U de B. Ici, tout ce qui est là, ça, c'est la famille U de B. Et quand j'ai la dimension de l'espace vectoriel d'une certaine famille, cet élément dim de vect d'une famille, c'est ce qu'on avait appelé le rang de la famille. Donc ici, je le rang de U de B. Si vous avez oublié la définition de ce que c'est que le rang d'une famille finie de vecteurs, ici U de B c'est une famille finie de vecteurs, eh bien il faut aller la réviser si vous l'avez oublié. Donc ça c'était mon premier point. Ensuite il y a mon deuxième point. Si maintenant E et F sont de dimension finie, alors je sais que le rang de U il est plus petit que le minimum entre la dimension de F et la dimension de E. Je pourrais rajouter que si seulement E est de dimension finie, j'ai que le rang de U il est plus petit que la dimension de E. Donc on va le démontrer. Donc tout d'abord on va supposer seulement que E est de dimension finie pour avoir la première inégalité. Si dimension de E est finie. Alors, je connais une famille U de B qui est une famille génératrice de l'image. Ça, on l'a déjà dit avant. Maintenant, il faut se rappeler en termes de dimension, qu'est-ce que je peux dire entre le cardinal d'une famille génératrice et la dimension de cet espace vectoriel. Il faut se rappeler que la dimension de l'espace vectoriel, c'est toujours majoré par le nombre d'éléments qu'il y a dans une famille génératrice. Donc ça, c'est le cours qui le dit. Donc du coup, ici, la dimension de l'image de U,
il est toujours majoré par le cardinal d'une famille génératrice, bon, il est même minoré par le cardinal d'une famille, enfin, il est minoré par le cardinal d'une famille libre. Ça, c'est quand L est une famille libre de l'image de U, j'ai cette inégalité-là. Et si G est une famille génératrice de U, j'ai cette inégalité-là. Et là, ça tombe bien parce que justement, ici, on a une famille génératrice, c'est U de B. Donc, dimension de l'image de U, eh bien, par définition, c'est le rang de U. Et ici, je peux donc le majorer par le cardinal de U de B. Mais il y a combien d'éléments dans U de B? Dans U de B, si je compte, il y en a 1, 2, jusqu'à N. Donc il y en a N. Et N, c'est qui? C'est le nombre d'éléments qu'il y a dans B. Mais combien d'éléments dans B, une base de E? Et bien autant que la dimension de E. Donc j'ai donc démontré que le rang de U est majoré par la dimension de U, ce qui était ce que je voulais. Rang de U majoré par dimension de E. Donc ça, c'était si seulement E est dimension finie. Et maintenant, je vais établir une deuxième inégalité quand F est dimension finie. Donc là, j'ai besoin de cette hypothèse en plus. De toute façon, la dimension de E finie, ça, j'en ai toujours besoin. La dimension de F finie, j'en ai pas toujours besoin. Donc là, je le rajoute. Et donc, je dois prouver aussi que le rang de U est plus petit que la dimension de F. Alors ça va être assez facile. L'image de U, on l'a déjà dit, c'est un sous-espace vectoriel de grand F. Et donc, qu'est-ce que je peux dire en termes de dimension quand j'ai des sous-espaces vectoriels? Donc ça, il faut, si vous ne vous souvenez plus, il faut aller réviser le cours sur la dimension finie. C'est que du coup, la dimension du sous-espace vectoriel est inférieure ou égale à la dimension de l'espace vectoriel du grand F. Ici, j'ai un truc qui est inclus dans F, donc sa dimension, elle est plus petite. Et évidemment, maintenant, du coup, encore une fois, la dimension, c'est le rang de U. Donc, le rang de U est plus petit que la dimension de F. Et donc, si le rang de U est plus petit que la dimension de E et que le rang de U est plus petit que la dimension de F, alors eh bien, le rang sera plus petit que le minimum des deux. Pourquoi? Parce qu'être plus petit que le minimum des deux, eh bien, si c'est E le minimum, si c'est dimension de E le minimum, il faut être plus petit que lui, et c'est le cas. Et si c'est la dimension de F le minimum entre dim de E et dim de F, il faut être plus petit que la dimension de F, et ici, c'est aussi le cas. Donc, dans tous les cas, que la dimension de E soit le plus grand ou dimension de F soit le plus grand, dans tous les cas, j'ai cette inégalité-là. Et donc, ça finit cette petite proposition. Voilà, on va passer du coup maintenant à la suite. Alors, comment déterminer le rang d'une application linéaire? Eh bien, on l'a dit, si on en connaît une base, il suffit de déterminer le rang de cette famille-là. Et donc, comment on détermine le rang d'une famille? Eh bien, si elle est libre, son rang c'est n, et si elle n'est pas libre, ça veut dire que je peux éliminer un de ces vecteurs-là. Par exemple, si En s'écrit comme une combinaison linéaire des autres, je peux l'enlever. Donc là, je l'efface. Et je recommence. Si l'un des autres vecteurs, par exemple, peut-être que maintenant U de 2 va s'écrire comme une combinaison linéaire, je l'efface. Et à chaque fois, tant que j'ai des vecteurs qui s'écrivent comme une combinaison linéaire des autres, je les efface. Et à la fin, donc je garde toujours le même vecte, parce qu'en fait, ces vecteurs-là s'écrivent comme des combinaisons linéaires, c'est-à-dire que dans mon vecte, ils ne servent à rien. Et tant que je peux faire ça, je le fais. Et à la fin, j'obtiens une famille libre. Et comme à la fin, j'obtiens une famille libre, et à la fois libre et génératrice, parce que j'ai conservé le caractère génératrice, j'ai plus qu'à compter combien de vecteurs il me reste. Et ça me donne, du coup, le rang de ma famille. Et le rang de ma famille de vecteurs, eh bien, c'est le rang 2. Donc voilà, donc ça finit. Donc ça c'était le petit point méthode. Maintenant, donc dernière proposition qu'il va falloir que nous regardions, c'est la proposition numéro 14. Donc c'est
comment se comporte le rang par composition d'applications linéaires. Donc, je prends E et F, deux sous-espaces vectoriels de dimension finie. Donc, je prends E et F, deux de dimension finie. F qui va de grand E dans grand F, linéaire. G qui va de grand F dans grand G. Donc, tout ça, c'est pour parler de composition de G rond F. Là, j'ai bien pris les bons espaces vectoriels dans le bon sens pour parler de G rond F. Et donc, j'ai plusieurs choses. Premièrement, le rang de G rond F, je peux le majorer par le